Les Équato-Guinéens étaient aux urnes ce dimanche pour élire le président. Le point dans cette édition. À la veille de manifestations prévues à l'appel de mouvements d'opposition laïque et de gauche, le gouvernement égyptien a promis ce dimanche la fermeté de la police et de l'armée. Et puis le chanteur congolais Papa Wemba est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à Abidjan alors qu'il était sur scène. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir. On démarre par la Guinée équatoriale où les électeurs ont voté la journée du dimanche dans le calme. Pour la présidentielle, le scrutin devrait aboutir à la réélection sans coup férir du chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 1979 face à 6 candidats se réclamant d'une opposition muselée par le régime. État des lieux de la gestion de la transition au Burkina Faso, un audit rendu public ce samedi à Ouagadougou en dit long. Le gouvernement de la transition, mis en place après la chute du président Blaise Compaoré en octobre 2014, s'est rendu coupable de mauvaise gestion. L'audit réalisé par l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption a porté notamment sur la gestion de la commande publique. Le rapport rendu public ce samedi pointe de nombreuses irrégularités, notamment le recours abusif à l'entente directe pour les commandes publiques, le non-respect de la réglementation des achats publics dans l'exécution de la commande publique dans l'administration publique durant la transition. Selon le rapport d'audit, le gouvernement de la transition a eu massivement recours aux procédures exceptionnelles pour les marchés publics. Ainsi, au total, 63,1 milliards de francs CFA, soit environ 96 millions d'euros, du montant total des commandes publiques passées pendant la période de la transition, ont été faites sur la base d'ententes directes et d'appels d'offres restreints en violation massive des tests. Le rapport accuse également nommément l'ex-premier ministre de la transition, Isaac Zida, et 18 membres de son gouvernement, des membres de leur famille, de s'être fait attribuer des parcelles dans le quartier chic de Ouaga 2000, au sud de la capitale, en violation flagrante des tests. Cet audit, commandé par le président élu Roch Marc Christian Kaboré, a mobilisé 120 auditeurs pendant 2 mois. L'enquête a visé la période du 1er janvier 2015 au 28 décembre 2015, date de démission du gouvernement de la transition. Pour rappel, le président Roch Marc Christian Kaboré, qui a fait de la lutte contre la corruption une priorité de son mandat, est revenu à la mi-mars sur la nomination du général Isaac Zida au poste d'ambassadeur à Washington. Le président zambien Edgar Lungu a affirmé jeudi dernier avoir honte des violences xénophobes qui ont touché la capitale Lusaka. Il a appelé les ressortissants étrangers à regagner leur maison. À l'appel du président Lungu, les réfugiés rwandais ont commencé à regagner leur camp. Des émeutes ont éclaté lundi et se sont propagées le lendemain dans plusieurs quartiers pauvres de Lusaka après la récente découverte de 7 cadavres amputés de plusieurs organes génitaux. Des Rwandais soupçonnés par la population de ces crimes rituels ont été pris à partie. La foule en colère a caillassé et saccagé leurs maisons et commerces, provoquant la fuite de centaines d'immigrés. 2 personnes de nationalité zambienne ont été tuées lundi dans la confusion provoquée par les émeutes, a annoncé mercredi le ministre de l'Intérieur. Jeudi, le président Lungu a appelé les Rwandais à regagner leur maison, assurant que leur protection était garantie et que le calme était revenu. C'est une honte que cela soit arrivé en Zambie qui est connue pour être paisible. Jusqu'à présent, la police a procédé à 11 arrestations liées aux crimes rituels supposés et à 256 interpellations liées aux violences. Ces événements interviennent à 4 mois de l'élection présidentielle qui doit se tenir le 11 août dans ce pays d'Afrique australe en pleine crise économique. Edgar Lungu compte se représenter à la présidentielle. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar a manqué la date butoir fixée par la communauté internationale pour son retour à Juba. Ce dernier a affirmé ne pas avoir reçu ce samedi l'autorisation gouvernementale d'atterrir à Juba où il doit devenir
vice-président en vertu d'un accord de paix. Voici les détails. Nous avions prévu d'aller à Juba au plus tard samedi. C'est pourquoi 2 avions étaient prêts pour nous y emmener. Je croyais que les autorisations d'atterrissage avaient été obtenues, mais visiblement non. Riek Machar, le chef de la rébellion sud-soudanaise, est en fait attendu depuis lundi dernier à Juba, où il doit former un gouvernement de transition avec le président Salva Kiir, dans le cadre d'un accord de paix signé le 26 août 2015, devant sortir le pays d'une guerre civile de plus de 2 ans. Mais ce retour a été sans cesse repoussé, achoppant notamment sur la quantité d'armement que la garde rapprochée de Riek Machar pouvait emporter avec elle dans la capitale. Finalement, les 2 camps s'étaient mis d'accord vendredi dernier sur 195 soldats et collaborateurs qui apporteront, en plus de leur AK-47, 20 mitrailleuses et 20 lance-roquettes. Mais ce samedi, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar n'a pu atterrir à Juba, faute d'autorisation gouvernementale. Je ne vois pas pourquoi je devrais demander une autorisation d'atterrissage. Je rentre à la maison et je devrais demander une autorisation d'atterrissage. Le retour prévu de Riek Machar à Juba suscite un fragile espoir de règlement du conflit, mais les difficultés du gouvernement et de l'opposition à s'accorder sur les conditions de ce retour illustrent la défiance profonde qui les oppose et augure mal de l'avenir. Je l'annonçais en titre, manifestation prévue en Égypte à l'appel de mouvements d'opposition laïque et de gauche. Le président Abdel Fattah al-Sisi et son ministre de l'Intérieur ont promis ce dimanche la fermeté de la police et de l'armée à la veille du mouvement. 4 jours que la police multiplie les arrestations préventives, notamment lors de rafles dans le centre-ville. Un fait dénoncé par des ONG et un collectif d'avocats. En effet, le 25 avril est férié car commémorant la restitution du Sinaï par Israël en 1982. À l'occasion, plusieurs mouvements laïques et de gauche ont appelé à manifester contre la politique du gouvernement, prenant prétexte, selon les experts, de la rétrocession controversée il y a 2 semaines de 2 îles de la mer Rouge, Tiran et Sanafir, à l'Arabie Saoudite. Mais le gouvernement promet d'être ferme. Je vois qu'il y a des gens qui appellent à nouveau à porter atteinte à la sécurité et la stabilité de l'Égypte. Notre responsabilité est de protéger la sécurité et la stabilité des institutions. Et je promets aux Égyptiens que personne ne les terrorisera encore. C'est la responsabilité de la police et des forces armées. Depuis 2013, toute manifestation non autorisée par le ministère de l'Intérieur est interdite. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International et Human Rights Watch, accusent régulièrement le pouvoir de Sisi de réprimer toute opposition dans le sang, multipliant disparitions forcées et actes de torture. Ce journal se poursuit. La présidence algérienne a annoncé ce dimanche que le président Abdelaziz Bouteflika, affaibli par des ennuis de santé, s'est rendu à Genève, et ceci pour y effectuer un contrôle médical périodique. Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, s'est rendu ce dimanche pour une visite privée à Genève, durant laquelle il effectuera des contrôles médicaux périodiques. En effet, le chef de l'État algérien, aujourd'hui âgé de 79 ans, a été frappé en 2013 par un AVC qui a amoindri ses capacités de mobilité et d'élocution. Depuis, il se déplace en fauteuil roulant et travaille dans sa résidence de Ziralda, à l'ouest d'Alger, où il reçoit notamment ses hôtes étrangers, et son état de santé est l'objet de spéculations dans le pays. Ainsi, les rumeurs sur une dégradation de l'état de santé de ce dernier sont récurrentes, et des dirigeants de l'opposition n'hésitent pas à évoquer une vacance de pouvoir dans le pays, accaparée selon eux par des proches, dont notamment le frère et conseiller spécial du président Saïd. Le dernier voyage de Bouteflika pour un contrôle médical à l'étranger, avant celui de Genève, remonte au 3 décembre dernier. Il s'était alors rendu dans une clinique à Grenoble, en France. Pour rappel, Abdelaziz Bouteflika dirige l'Algérie depuis 17 ans.
Il a été élu pour un 4e mandat en 2014, un an après l'AVC qu'il avait conduit à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris, où il avait séjourné pendant 88 jours. Du 26 novembre au 17 décembre 2005, quelques mois après le début de son 2e mandat, il avait été aussi admis au même hôpital parisien à la suite d'une hémorragie gastrique. Il qualifiera plus tard sa guérison de miracle. Il y a un an, un séisme historique dévastait le Népal. De nombreuses cérémonies ont eu lieu ce dimanche à la mémoire des victimes. Dans les rangs de la population, la colère monte face à la lenteur de la reconstruction. Les images. À l'époque, près de 9000 personnes ont perdu la vie dans le tremblement de terre de magnitude 7,8 survenu le 25 avril 2015. La catastrophe a détruit un demi-million de logements. Un an plus tard, 4 millions de personnes vivent toujours dans des abris temporaires, à en croire la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Je suis là parce que ça fait un an que le tremblement de terre a eu lieu. Et tout au long de cette année, le gouvernement n'a rien pu faire. Les gens sont là pour crier leur souffrance. Je suis là pour protester contre ça. Notre gouvernement ne nous a même pas donné une goutte d'eau. On dort toujours sous des tentes. Ici, à Katmandou, on a une quinzaine de maisons à être toujours bloquées à Katmandou. J'aimerais retourner dans mon village, mais il y a toujours des glissements de terrain. Où est-ce qu'on peut aller? On reste ici en essayant de joindre les deux bouts. Quelques associations nous ont aidés, mais le gouvernement n'a absolument rien fait. La communauté internationale s'est pourtant mobilisée pour financer la reconstruction de ce pays de l'Himalaya. Des centaines de Népalais ont observé une minute de silence près du lieu à Katmandou où se dressait une tour du 19e siècle rasée par la secousse. Le président sud-africain Jacob Zuma a entamé ce dimanche une visite d'État en Iran, et ceci en vue de renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays. Cette visite de Jacob Zuma, accompagnée par une importante délégation d'hommes d'affaires et de ministres, avait été précédée en novembre 2015 de celle de son vice-président Cyril Ramaphosa. Je vous invite à suivre un extrait des propos du président Jacob Zuma. L'Iran occupe une place particulière dans l'histoire sud-africaine. L'Iran était au premier rang dans la lutte contre le régime d'apartheid en affichant sa solidarité avec le peuple sud-africain et en coupant ses liens avec le régime d'apartheid. Les Sud-Africains ont été inspirés par la révolution islamique de 1979 qui a montré que l'émancipation était possible. Et puis, Carnet Noir dans cette édition, artiste africain emblématique et haut en couleur, roi de la rumba congolaise, Papa Wemba est mort sur scène ce dimanche au petit matin après s'être effondré en plein concert à Abidjan où il participait au Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA. Légende de la musique congolaise, Papa Wemba est mort dans la nuit, a déclaré Salif Traoré, dit à Salfo, le leader du groupe ivoirien Magic System, promoteur du FEMUA. Il s'est effondré 20 minutes après le début de sa performance. Le malaise a été retransmis en direct par la chaîne de télévision ivoirienne RTI. Père de 6 enfants, dont 10 s'habillant chez les grands couturiers, Papa Wemba était depuis plus de 40 ans un des chanteurs africains les plus populaires. Et c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.